Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion, la clé du mystère. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Frédéric et nous parlerons de la théorie des anciens astronautes. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Frédéric, bonjour et merci d'être avec nous. Eh ben, c'est moi, encore une fois, comme avec grand plaisir. Je voulais tout simplement vous remercier, vous, Alain, pour l'émission que vous faites, pour pouvoir donner le micro, pour discuter de ces sujets-là, en débattre, les présenter à ceux que ça peut intéresser. C'est vraiment bien d'avoir ce type d'émission et surtout de pouvoir la mettre à disposition au plus grand nombre. Et puis faire une dédicace parce que ça me semble important. Alors nous allons découvrir un sujet que nous avons jamais abordé ici à la radio, c'est la théorie des anciens astronautes. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, c'est un nom un petit peu populaire, un peu vulgaire, qui a été donné à cette théorie. On pourrait dire même les théories, puisque les théories. Ce positionnement, plusieurs choses peuvent en découler. Alors, pour faire assez simple, de façon assez synthétique, on rentrera dans le détail au fur et à mesure de l'émission, mais qu'est la théorie des anciens astronautes ? C'est une théorie, pour faire un résumé, on va dire un peu à l'extrême, qui défend l'idée comme quoi les anciennes divinités, ou les anciens dieux, qui ont accompagné les hommes depuis que ces mythologies ont été rapportées, donc considèrent comme extraterrestres et non purement folkloriques. Voilà. En gros, pour faire simple, la théorie des anciens astronautes, c'est pour ça que ça s'appelle ancien astronaute. En anglais, c'est alien theory ou ancien alien, qui signifie que ces dieux étaient donc des extraterrestres qui sont venus sur la planète Terre et qui ont aidé à l'évolution de façon très conséquente de la race humaine et puis de la récente, on va dire, dans l'échelle de l'homme, évolution qui a conduit à la mise en place des civilisations, de l'architecture, de l'agriculture, etc., etc. Alors je suppose qu'on a trouvé des documents pour étayer toutes ces théories. Bien sûr, alors il y a un ensemble justement de données, de documents, d'artefacts, de découvertes qui abonderaient, on va dire, dans ce sens-là, ou en tout cas qui permettent de se poser de sacrées questions sur les mystères de notre passé. Donc cette théorie, elle a été très popularisée dans les années récentes, puisqu'elle est assez, on va dire, médiatisée depuis les années 2010-2014, à peu près dans ces eaux-là. Une série américaine, surtout, alors on parle de cette théorie, mais ça a été mis en série sous forme de saisons, donc sur beaucoup d'épisodes, plusieurs épisodes. Aujourd'hui, il me semble, de mémoire, je crois, il y a 6 saisons qui ont été faites. Donc à peu près, je dirais, en gros, de 10 à une quinzaine d'épisodes par saison. Donc ça fait quand même pas mal de dossiers. Et qui a été mis à une télé américaine par Kevin Burns. Donc c'est une théorie qui, plus récemment, passait sur des chaînes françaises, puisque tous les samedis soirs, elle passait sur la chaîne RMC Découverte. Ouais. Donc si ça peut parler peut-être à quelques personnes, c'est une émission télé, une série télé qui passait tous les samedis soirs, je crois, en deuxième partie de soirée et qui abordait ces différents thèmes-là. Voilà. Ça a été très popularisé notamment par Eric von Daniken, qui est très très connu dans ce milieu-là, qui est un astro-archéologue, on va l'appeler comme ça, écrivain suisse, et qui a vraiment mis en place ces éléments à partir des années 70-80. Alors je suppose qu'on a trouvé des documents, partout sur la planète. Ah oui, alors justement, c'est ce qui a mis en place cette théorie et qui l'a, on va dire, un petit peu remis au goût du jour, puisque c'est pas non plus, c'est pas Eric von Daniken ou un autre qui l'a inventé. Voilà, c'est des positions que d'autres personnes tenaient par le passé, mais qui étaient moins connues. Alors, avec aujourd'hui les réseaux sociaux qui vont à une vitesse faraminante et qui fait qu'on arrive plus facilement à partager ces données-là et ces informations-là, mais qui sont effectivement issues d'anciennes découvertes et d'anciennes études, d'anciens textes, permettant de s'orienter sur cette
possibilité, ces possibilités, et qui ne serait pas si utopiste que ça. Et pour ne citer que Eric von Daniken, qui est un petit peu la référence, lui il a écrit plusieurs ouvrages, on peut retrouver la présence des extraterrestres en français, c'est Chariot of the Gods en américain, The Golden of the Gods, Odyssey of the Gods, on retrouve toujours le terme Dieu avec un pluriel, qui seraient censés être ces extraterrestres. Donc on a un ensemble de livres que les auditeurs de la radio peuvent consulter et puis se renseigner un petit peu. Et puis par le passé, pour les experts, on va dire, des personnes à laquelle ça parlera un peu plus, on a aussi des éléments que Elena Blavatsky avait ressortis dans l'école de théosophie dans les années 60 à peu près, et puis aussi Robert Charroux, Jean Célie un peu plus récemment dans les années 65-62 qui permettaient de remettre un petit peu en lumière ces éléments. Ça c'est pour donner un petit peu des idées de recherche aux personnes qui seraient intéressées pour regarder. Donc ces travaux effectivement se basent sur des positionnements qui sont on va dire assez larges, parce que ça peut aller très très loin, mais ça permet de mettre en adéquation certaines données qui aujourd'hui restent encore très mystérieuses, puisque sur certains supports sur lesquels on va développer un petit peu, aujourd'hui on n'a pas encore réellement de réponse, on va dire. Alors on a des réponses officielles. En revanche, on a encore beaucoup de zones d'ombre, des choses qu'on ne comprend pas du tout. On peut citer très très rapidement les cités décimes, les anciennes cités de l'Amérique du Sud, Pumapumku, Teotihuacan, ce genre de grandes cités qui sont à des altitudes complètement incroyables. On oscille entre 2000 et 4000 mètres d'altitude, et qui sont des cités qui auraient été censées être construites de plein pied par les hommes de l'époque, mais le problème c'est qu'avec la théorie historique officielle aujourd'hui, cela ne colle pas, puisque on se rend compte que plus on étudie et plus les archéologues fouillent, les archéologues, les tailleurs de pierre, les experts en architecture, etc., fouillent ces cités-là, plus ils se rendent compte que les connaissances que ces peuplades possédaient, si tenté que c'était des peuplades, soit elles qui les aient faites, bien sûr, sont complètement incroyables. Elles nous dépassent totalement aujourd'hui. On n'est pas capable d'expliquer certaines architectures qu'ils ont mis en place, on n'est pas capable d'expliquer la précision avec laquelle ils l'ont réalisé, et on n'est pas non plus capable d'expliquer comment ils ont par exemple taillé les pierres, certains blocs de pierre qui font des tonnes et des tonnes avec une précision microscopique. Enfin, c'est complètement ahurissant, quoi. Bon, donc c'est un peu, voilà, la théorie des anciens astronautes peut être un petit peu un fourre-tout effectivement, et peut être aussi une réponse un peu, je dirais, facile, au mystère du passé. Il n'empêche que si on étudie un petit peu plus les textes en profondeur, on va y revenir aussi, et qu'on étudie les éléments, pour ne citer que les anciennes cités décimes ou les structures type pyramide d'Égypte, plateau de Gizeh, l'Oisirion, qui est aussi un temple dédié à Osiris, qui est tout près d'Abydos, pas très loin du plateau de Gizeh, sur le plateau de Gizeh, pardon, qui également est très 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 surprenant de par ses constructions et ses connaissances. Donc ce n'est pas non plus basé que sur des hurluberlus, pardonnez-moi l'expression, qui se sont dit on n'a pas d'explication, c'est vulgairement parlant, c'est les extraterrestres, quoi. Non, ça va beaucoup plus loin que ça, et quand on étudie les textes, effectivement, on peut quand même se poser de sacrées questions. Alors justement, rentrons dans le vif du sujet. Que disent ces textes ? Alors on va un petit peu balayer ça de façon un petit peu large, parce que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de données. Il y a alors les artefacts, les peintures rupestres, les représentations qui posent effectivement des détails et des questions. Mais par exemple pour les textes anciens, ce qui est assez étonnant et assez encore une fois interrogeant, c'est tous ces éléments qui sont liés à la mythologie. C'est-à-dire que si on prend un peu de recul, on se rend compte que dans la majorité des textes de la planète, les dieux ou le dieu, singulier ou pluriel, ont toujours accompagné les hommes. Donc, dans n'importe quelle civilisation, il y avait toujours des références à des dieux qui, pour la plupart, étaient soit des dieux bienfaisants, puisqu'ils ont aidé au développement des civilisations humaines, soit un petit peu plus malfaisants, puisqu'ils étaient quand même assez despotiques, ou en tout cas animés d'une rage et d'une colère qui fait qu'ils ont pu déclencher des guerres, qu'ils ont pu asservir certaines peuplades, etc. Ces éléments, on les trouve par exemple dans les textes antiques de l'Inde, qui ont été rédigés en sanskrit, qui sont vieux de plusieurs millénaires. On les trouve sur les tablettes sumériennes, qui ont été découverts aussi sur les sites de Nippur dans la Mésopotamie. Et tous ces textes-là posent de sérieuses questions sur notre passé bien mystérieux, et encore une fois, les références qui ressurgissent encore et toujours. Alors,
Ce n'est quelques exemples, il y en a bien d'autres aussi. Ouais. On retrouve des éléments qui sont un petit peu plus probants au niveau du palpable, puisqu'on a retrouvé des figurines assez incroyables, des artefacts, des peintures rupestres faites par les premières mains de l'homme, et qui laissent assez songeur sur les rencontres qu'ont pu avoir nos ancêtres avec ces dieux ou ces extraterrestres pour la théorie des anciens astronautes. Mais on fait référence à des extraterrestres ou à des êtres venant du ciel. Est-ce qu'on a vraiment des preuves ? Alors oui, effectivement, on a dans la façon dont ça a été écrit à l'époque, il est clair que les dieux sont issus des étoiles. Ça, c'est clairement écrit, c'est-à-dire que la majorité des dieux proviennent des étoiles, et c'est eux qui auraient, alors pour une certaine partie, créé la race humaine, ou en tout cas aidé à son développement, si on considère que la race humaine était antérieure à l'arrivée des dieux. Mais en tout cas, il y a eu intervention claire, nette et précis au niveau de ces dieux, et donc potentiellement de ces extraterrestres, puisqu'ils proviennent des étoiles. Donc on peut appeler ça un extraterrestre au sens purement littéral du terme, puisqu'il ne provient pas de la planète, voilà. Mais également, on peut aussi se poser la question sur l'interdimensionnalité de ces êtres-là. Est-ce que ça peut être aussi des êtres qui avaient, parce qu'on a aussi ces références un petit peu ambiguës, avec des disparitions mystérieuses, des réapparitions, des capacités incroyables. Enfin, on trouve vraiment toute une pléiade de données et de liens qu'on peut recouper avec cette possibilité-là, et en tout cas cette théorie. Alors ça fait penser à la population sumérienne quelque part. Oui, on retrouve beaucoup. Alors ça, encore une fois, ça a été très ressorti au niveau ces dernières années de l'internet, de l'information mondiale et des échanges informatiques liés au développement de ce type de technologie, puisque dans les tablettes sumériennes, il est pleinement mention de ces êtres-là, encore une fois appelés sous le nom de dieux, ils étaient appelés des dieux au pluriel, mais qui effectivement avaient déjà d'une part des connaissances et des capacités complètement incroyables, et encore une fois, c'est ça qui est aussi très intéressant, des technologies qui nous dépassent, en tout cas qui dépassaient largement la compréhension humaine de l'époque. Avec, on peut aussi citer là-dessus, je parlais tout à l'heure des textes antiques de l'Inde, donc on trouve dans les textes antiques de l'Inde l'histoire des Vimana. Les Vimana sont des sortes de vaisseaux volants que les dieux utilisaient et qui leur permettaient d'avoir des capacités complètement incroyables, se déplacer à la vitesse du vent, de pouvoir lancer des projectiles avec des puissances quasiment, on va dire, identiques à l'arme nucléaire qu'on peut trouver aujourd'hui. C'est vraiment véritablement très troublant. Mais si on prend les Vimana en détail, qu'on étudie en détail l'histoire des Vimana, c'est vrai qu'on se pose quand même de sérieuses questions, parce qu'on a beaucoup de textes qui font référence à ces Vimana, et on a certains textes qui expliquent même comment ils fonctionnent, ces Vimana, quelles sont les tailles, les proportions, les modes de fonctionnement, les modes de propulsion, assez ahurissant. Alors après, souvent, ce qui est un petit peu mis en face de ça, et pour contrecarrer cette théorie, c'est le fait que c'était simplement des écrits, et que c'était simplement de l'imaginaire, sous forme d'imaginaire, et dans le folklore un petit peu local. C'est un petit peu aujourd'hui la position qu'on a au niveau des mythologies en général. Sauf que ce qui est très intéressant à étudier, c'est que si on dézoome et qu'on regarde un petit peu tout l'ensemble des mythologies de la planète, on se rend compte déjà qu'il y a des traits communs. Sur les mêmes mythologies, sur les mêmes histoires, en fait, on se retrouve qu'on a du copier-coller. Exactement. Alors, les noms changent, les formes changent un petit peu, mais le fond reste le même. Mais on a des copier-coller véritablement incroyables sur des mythologies à l'autre bout de la planète, avec des peuplades qui seraient censées jamais s'être rencontrées, en tout cas, n'avoir pas développé les mêmes types de croyances. Alors, pourquoi on retrouve des troncs communs ? Ça, déjà, c'est la première question. C'est quand même assez étonnant de retrouver des histoires parfaitement communes, au même type de famille des dieux, avec des tensions complètement incroyables. Enfin, pardonnez-moi un peu l'expression Alain, mais c'est Dallas. Ah oui, c'est amour, gloire et beauté, quoi. L'histoire des dieux dans l'Antiquité, c'est amour, gloire et beauté, c'est Dallas, parce que c'est une succession de rebondissements, de crises entre familles, entre frères et sœurs, de je te mets des coups bas, et puis en même temps j'utilise les hommes pour pouvoir, etc. Enfin, c'est complètement assez ahurissant, quoi. Ce qui est très étonnant, c'est que à travers déjà la concordance commune de ces textes-là et de ces mythologies, alors que ces peuplades sont réparties sur l'ensemble de la planète, avec des langues différentes, avec des croyances différentes, avec une histoire différente, on retrouve des troncs communs. Premier point. Deuxième point, quand on étudie les architectures de ces anciennes peuplades, que ce soit en Amérique, que ce soit en Chine, que ce soit, j'en sais rien, en Bolivie, et que ce soit même un peu plus proche de chez nous en Europe, on retrouve des qualités de structure identiques et des fondements architecturaux identiques à ces peuplades, alors qu'elles étaient censées, encore une fois, pas se connaître. Donc c'est quand même, encore une fois, assez étonnant, assez déroutant, puisque comment on pourrait expliquer qu'elles utilisent les mêmes procédés ?
Puisqu'elles ne se connaissent pas, pourquoi ils ont pas utilisé d'autres? Pourquoi n'ont pas ils développé d'autres types de supports, de construction, etc., etc. Donc ces bases communes, quand même, interrogent un petit peu sur la concordance de ce lien entre ces anciens astronautes qui seraient censés être des extraterrestres et qui ont informé l'humanité, ou en tout cas qui ont collaboré avec l'humanité pour la faire un petit peu, on va dire, grandir au sens large du terme, alors que ces peuples-là n'étaient censés pas du tout se connaître. Voilà, c'est un petit peu, ça interroge beaucoup, quoi. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet ni les iPhones. Ah, il n'y avait pas Internet ni l'iPhone. En principe. Et surtout, en plus, alors après, on a encore une fois les détractions de l'histoire, puisqu'on a affaire à des civilisations qui n'étaient pas censées connaître la roue, alors que pourtant, elles avaient des capacités largement supérieures à l'utilisation de la roue. On était censé avoir affaire à des peuplades qui étaient censés croire que la Terre était plate. Je vulgarise un peu mais pour faire comprendre un petit peu aux auditeurs, alors que on se rend compte maintenant, et c'est un fait avéré, c'est pas, encore une fois, ce n'est pas de la fabulation, ce n'est pas de la spéculation, c'est un fait avéré qu'elles connaissaient le système solaire et qu'elles représentaient sur leur support de l'époque. Alors ça peut être des tablettes en terre cuite pour les Sumériens, ça peut être des plaques en tel type de matériaux pour d'autres civilisations un peu plus récentes, et qui représentent les planètes de notre système solaire dans leur disposition, connues d'aujourd'hui, et avec même certains satellites de planètes. Comment ils ont connu ça? Comment on explique que ces primitifs, pardonnez-moi, pour bien montrer la chose, connaissaient ces données? Comment on explique qu'ils savaient que la Terre était ronde, puisqu'ils représentent la Terre avec le Soleil et la Lune autour? Voilà, il faut arrêter de les rabaisser à des simples peuplades qui utilisaient des outils rudimentaires, en cuivre par exemple, ou en silex pour tailler la roche. Aujourd'hui, on se rend compte que ça ne tient plus la route. Ces explications ne tiennent plus la route. Et on a bon nombre d'archéologues qui se battent en disant, attendez, déjà, la datation officielle, elle tient pas la route, parce que c'est des éléments qui sont beaucoup plus anciens. Récemment, il y a eu des problèmes sur le plateau de Gizeh avec des archéologues allemands qui ont fait des prélèvements sans autorisation pour démontrer que lever un peu l'omerta et dire, attendez, vous voyez les prélèvements, vous voyez bien que c'est beaucoup plus vieux que ce qu'on dit. Donc ça, c'est le premier point. Et deux, les connaissances, les technologies et la façon dont ils ont monté ces cités n'avaient rien à voir avec ce qu'on nous explique dans nos manuels scolaires. C'est complètement... ça ne tient pas la route. Oui, alors justement, comment ils les montaient, ces cités? Alors, on va développer un petit peu ces éléments-là. On reviendra sur les anciens artefacts. Mais pour rester un petit peu sur les parties des anciennes structures, on va parler par exemple de Pumapunku. Voilà, Pumapunku, qui est une cité décime en Bolivie, elle a 3800 mètres d'altitude. Une structure, c'est une cité complètement incroyable. On a affaire à des précisions de montage qui, encore une fois, nous dépassent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, officiellement, on n'arrive pas à expliquer comment ils l'ont fait. On a des blocs qui s'assemblent entre elles sur des murailles à la perfection, des blocs de plusieurs tonnes qui sont assemblés comme nous, à notre échelle à nous, on montrait ça comme des Legos dans votre chambre pour jouer, tous les enfants. Mais en tout cas, dans la structure, c'est fait de la même manière, c'est-à-dire qu'on a un enchaînement de blocs de plusieurs tonnes qui ont été hissés alors à des hauteurs, pareil, on n'arrive pas à expliquer comment ils ont hissé ça à telle hauteur, et qui s'encastrent les unes dans les autres à une telle précision qu'on n'arrive pas à passer une lame de rasoir dans les plans de joint. Alors c'est comparable aux pyramides? Alors, c'est comparable aux pyramides, mais là, c'est encore plus complexe que ça, parce que, les montages sont différents, mais la complexité reste la même, parce qu'on a affaire à un jeu, alors je ne sais pas si ça va parler un peu aux gens, mais à des systèmes, par exemple, de montage de queue d'aronde. Dans l'industrie, on utilise beaucoup, par exemple, pour certains, ça parlera, permettant de faire une glissière et en même temps un niveau de précision assez avancé. Et par exemple, on va se retrouver avec des pierres qui ont été assemblées sous forme de queue d'aronde, alors des pierres de plusieurs blocs, de formes différentes, avec une qualité d'ajustement, mais parfait. On est au millimètre, on est sur certaines choses au millimètre. Ah oui. Et ça, on ne l'explique pas du tout. On n'est pas capable de dire comment ils ont réussi à monter ça, parce qu'à l'époque, ils étaient censés avoir des outils rudimentaires. Bien sûr. Voilà ce que défend la théorie des anciens astronautes, en disant, écoutez, c'est simple, c'est que ces blocs-là, ils n'ont pas été faits par les humains, ils ont été faits soit avec des technologies type extraterrestres, ou en tout cas, ces anciens dieux ont amené ces technologies et ont aidé la construction. Ou c'est eux qui les ont fait. Voilà. Oui, donc on a Pumapunku, mais bon, c'est qu'un exemple. On peut en trouver d'autres, bien sûr. Mais par exemple, on a retrouvé également aussi ce qu'on appelle des carottes de forage. Ça, c'est quand on perce un trou dans un sol, par exemple, on en retire une carotte de forage. Où on fait fréquemment pour faire passer des tuyaux, par exemple, ou des choses comme ça. Il a été retrouvé des carottes de forage sur le plateau de Gizeh, par exemple, ou sur d'autres zones. Déjà, des carottes de forage. Donc ça veut dire qu'ils utilisaient des outils pour faire des carottes de forage. Donc, forcément. Alors,
on peut supposer qu'ils montent ça avec du cuivre, mais ça me paraît un petit peu quand même léger comme explication, avec une rectitude entre les lignes, hein, parce qu'on voit sur la carotte de forage les traces qui ont permis à faire la découpe. Qui nous dépasse totalement. On est abasourdi par la qualité et la finesse de ces carottes de forage. Donc ça laisse encore une fois de grosses interrogations sur les procédés qui utilisaient. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, l'explication officielle ne tient pas la route. On ne peut pas tenir compte de ça, c'est pas possible. Alors, est-ce qu'il y a des sites en Europe qu'on peut découvrir? Alors, il y a des suspicions. Voilà, je dirais plus ça. Il y a des suspicions sur certains sites, notamment. Alors, il y a un peu les débats sur les pyramides de Bosnie. Oui, oui. Alors ça, c'est encore sujet à interprétation. Il y a beaucoup de débats dessus. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si. Mais encore une fois, moi, ce qui m'interroge, c'est pourquoi on ne va pas chercher. C'est ça qui oui. Voilà. Oui, c'est ça le problème. Simplement, pourquoi on ne va pas creuser, pourquoi on ne va pas chercher. C'est le principe de l'archéologie, il me semble, normalement. Et des fois, on le fait pas. Alors, ça paraît un peu étonnant. On se cache derrière des problèmes de budget ou des choses comme ça. Je trouve ça un petit peu simple, un peu simpliste comme explication. Mais pour en revenir sur ces anciennes connaissances, donc il y a différents sites, c'est surtout en Amérique et dans la plaine mésopotamienne qu'on retrouve ces éléments-là. Mais donc tout à l'heure on parlait de Pumapunku qui est en Bolivie, mais on peut trouver du Teotihuacan, les anciens Mayas, les Aztèques, etc., qui utilisaient des procédés quasiment similaires. Aujourd'hui on n'arrive pas à expliquer. Mais il y a une chose encore très étonnante, c'est que si on prend par exemple les tombeaux des anciens rois qui ont été retrouvés sur le plateau de Gizeh, pour ne citer que celui-ci, on voit quand on s'est renseigné, qu'on a commencé à comprendre et à travailler un petit peu sur la compréhension de ces tombeaux, une qualité de surface au niveau de l'intérieur des tombeaux qui sont faits avec comme du marbre, il me semble que c'est du marbre, en tout cas ressemblant beaucoup au marbre, qui nous laisse sans voix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, pour vous donner une analogie, on utilise des marbres de contrôle dans l'industrie, qui permettent de poser des pièces et de vérifier leur planéité, etc., etc. Alors c'est des marbres qui sont usinés et qui sont vraiment d'une planitude complètement incroyable puisque c'est fait pour faire du contrôle de qualité. Aujourd'hui, ces tombeaux, ils ont la qualité de planitude et par exemple la perpendicularité avec les deux côtés, c'est 500 fois plus efficace, par exemple, que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Oui, c'est de la haute précision. Donc c'est de la haute précision et on n'arrive pas à expliquer ça. Par exemple, les carottes de forage, c'est la qualité de forage, c'est 500 fois supérieure à une foreuse à diamant qu'on utilise aujourd'hui. Donc c'est là qui pose des questions et c'est pour ça que la théorie des anciens astronautes plonge là-dedans en disant mais attendez, comment ça se fait que cette peuplade primitive avait ses capacités et ses technologies? Parce qu'aujourd'hui on le voit, on peut plus faire la langue de bois dessus. Alors quelque part c'est plus qu'une théorie, et comment se fait-il que les scientifiques ne s'y intéressent pas, ou est-ce qu'ils s'y intéressent? Alors je pense qu'ils s'y intéressent, mais encore une fois ça remet en question, toujours la remise en question. Ça aussi est capable de remettre son ego et de dire l'histoire qu'on nous a racontée c'est peut-être pas tout à fait celle qui s'est produite. Et puis derrière c'est l'effet boule de neige parce que ça va soulever beaucoup d'autres questions, en sachant qu'il y a énormément de dissidents et de scientifiques, d'archéologues, de chercheurs indépendants qui remettent en question, alors qui ne sont pas forcément dans la théorie des anciens astronautes, en tout cas qui remettent en question fortement la théorie officielle en disant attendez non, je suis désolé, ce n'est pas possible. Par exemple les tailleurs de pierre qui sont des experts dans leur domaine, qui ont été sollicités notamment pour étudier les sites de Pumapunku, Teotihuacan, et qui disent clairement ça n'a pas été fait avec des outils rudimentaires parce que c'est impossible, ne serait-ce que pour polir avec une telle qualité, avec nous on n'y arrive pas. Déjà avec les outils qu'on a aujourd'hui, on n'arrive pas à le faire. Donc déjà, premier point d'interrogation. Et deux, les connaissances, parce que ça issue aussi de connaissances qui ont été utilisées, nous dépassent. Nous aujourd'hui, on n'est pas capable de monter un mur avec une telle précision. Oui, c'est vrai. Vous voyez Donc bon voilà, et ça pose une sacrée salve de questions sur notamment notre passé et puis sur justement ces fameux anciens astronautes qui seraient des extraterrestres qui seraient venus sur la planète Terre. Alors d'autant plus que ce sont des édifices de grande envergure. Ah oui, bien sûr. C'est complètement incroyable. C'est complètement incroyable. Moi, vraiment, j'encourage les auditeurs qui sont un petit peu, un peu pessimistes sur ces théories-là. Alors, sans forcément parler des théories d'anciens astronautes, mais en tout cas, d'étudier ces sites-là, vraiment en profondeur, en détail, de regarder un petit peu. On trouve très facilement sur Internet des éléments, ou même à la limite de s'intéresser un petit peu à la théorie des anciens astronautes et de regarder quelques séries qui passent ou quelques saisons, quelques épisodes sur par exemple que les cités des cimes, parce que la théorie des anciens astronautes dans la façon qu'elle a été montée au niveau télévisuel est axée en fonction des domaines travaillés. On va avoir un truc sur les textes antiques, on va avoir un truc sur les cités des cimes, etc. etc. Qui regardent un petit peu, qui se fassent leur idée. C'est vraiment subjugant, véritablement c'est subjugant. Eh bien on marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants, à tout de suite.
Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Nous parlons de la théorie des anciens astronautes. Alors justement, hier ou avant-hier, sur une chaîne de télé, j'ai vu, il y avait un Chinois ou un Japonais qui a découvert, c'était un plongeur, qui a découvert justement comme un genre de pyramide avec des marches. Enfin bon, c'est quand même un édifice assez grand. Oui. Et est-ce que ça aurait un rapport, ce genre de construction, de découverte? Et est-ce qu'on aurait trouvé des édifices sous-marins? Oui, alors peut-être que vous parlez sûrement de la cité perdue de Yonaguni, au Japon. Il me semble, parce que j'ai pris au vol, donc il me semble que c'est ça. Alors ça c'est pareil, ça c'est complètement ahurissant cette histoire. Ça encore une fois, j'invite vraiment les auditeurs à aller se renseigner par eux-mêmes, hein, et toujours pour tout type de sujet quel qu'il soit. Et la cité perdue de Yonaguni au Japon, vous m'excusez si j'écorche un peu le nom, mais c'est complètement incroyable. C'est-à-dire que la structure qu'ils ont trouvée sous l'eau, officiellement c'est une structure naturelle. C'est la réponse officielle. C'est-à-dire que naturellement ça a construit ça. Sauf que non, c'est pas naturel. Ça se voit hein, que c'est pas naturel. Oui, bien sûr, mais à un moment donné, il faut avoir du bon sens. Faut arrêter, quoi. Faut regarder un petit peu. Quand on voit déjà les marches d'escalier, il y a des marches d'escalier. La nature fait pas des marches d'escalier. Ah non. Puis très large, très large, et de la même grandeur, visiblement. Ben oui, avec une perpendicularité entre les marches, avec une hauteur donnée, avec un certain type de marche pour pouvoir répartir en fonction. Enfin, voilà, pour pouvoir desservir une zone. La nature, elle fait ça parce que ça peut ressembler à des marches, mais il va y avoir quelques marches, mais c'est pas, je sais pas combien de centaines de marches d'escalier, par exemple. Mais ce qui pose problème, c'est la taille des marches d'escalier. Parce que la taille, elle est démesurée par rapport à un homme. Elle est beaucoup plus importante. C'est un peu comme si vous faisiez vos marches d'escalier et que la marche d'escalier, vous arrivez à hauteur de votre plexus, par exemple. C'est pas logique. Vous allez faire des marches d'escalier qui correspondent à votre taille. Oui, bien sûr. Qui font, je sais pas, moins une vingtaine de centimètres de hauteur, à peu près, mais qui ne font pas, 1m30 ou 1m80. Ça, ces marches-là font cette taille-là. On retrouve, encore une fois, nos géants, d'autrefois, nos fameux géants. C'est ce que j'allais dire. Voilà, qu'on retrouve aussi dans les anciens textes, et qui serait aussi en lien avec la théorie des anciens astronautes. Puisque les extraterrestres sont censés être de taille plus conséquente que les humains et surtout avoir vécu avec les géants de l'époque, qui sont relatés dans de nombreux textes. Est-ce qu'on a retrouvé d'autres édifices comme ça un peu partout sur la planète, des édifices sous-marins? Alors sous-marins, il y a eu l'Oisirion qui est à demi recouvert d'eau. Qui est sur le plateau de Gizeh, qui est le temple d'Osiris. Là c'est pareil. Si on prend l'histoire de l'Oisirion, ça c'est aussi complètement subjugant et ahurissant, puisqu'aujourd'hui on n'est pas capable d'expliquer comment il a été constitué, la qualité de fabrication, des pierres, le montage, encore une fois l'assemblage des pierres et puis la qualité d'alignement, et surtout on a retrouvé des gravures, par exemple la fleur de vie. Je ne sais pas si ça parlera à certains, qui est une forme géométrique, qui est sur la géométrie sacrée. On pourra développer, on fera peut-être une émission à l'occasion dessus, si ça peut intéresser les auditeurs, parce que ça c'est vraiment super intéressant. La fleur de vie, qui a été gravée dans la pierre, et qui a été gravée au niveau atomique. Ça, aujourd'hui, c'est silence radio. Silence radio total. C'est-à-dire que l'école d'archéologie ne répond pas là-dessus. On dit en gros, pas de réponse. Ils ne peuvent pas l'expliquer. Ils ne savent pas comment ça a été gravé, quel procédé a été utilisé. Ça a été gravé au niveau atomique, c'est-à-dire qu'ils ont gravé sur la pierre, ils ont modifié la structure atomique de la gravure. Donc elle est rentrée, ça a été gravé comme du laser peut le faire, par exemple. Oui, c'était imprimé, incrusté finalement. Dans la pierre. Dans des pierres qui sont très dures. C'est ça aussi que j'ai oublié de dire, c'est que la majorité des travaux ont été faits avec des pierres qui sont très très dures. Très ça se voit. Ça se voit. On mettra peut-être quelques diaporamas à disposition. Oui, absolument. Aujourd'hui, on voit les grues qu'ils utilisent pour couper la pierre. C'est démesuré la taille de ces grues, avec des grandes scies circulaires et qui donnent encore une fois des qualités d'usinage qui ne correspondent pas, qui sont en deçà de ce qu'on avait il y a des millénaires. Alors c'est très rigolo. C'est ça qui est très interrogeant. C'est très rigolo parce que certains, surtout sur les réseaux sociaux, disent que certaines technologies qu'on a aujourd'hui nous viennent des extraterrestres. Finalement, on peut comprendre si ça nous vient des extraterrestres qu'à cette époque, il y avait ce genre de technique. Ah oui, bien sûr, ça peut être qu'un copier-coller, mais avec d'autres civilisations. Alors si cette théorie défend le fait que des extraterrestres ont eu un contact, on va dire, officieux avec certains gouvernements et l'armée, je suppose qu'on parle de ces éléments-là, qui auraient pu amener des technologies, effectivement, on a eu ça par le passé. Mais donc, dans la majorité des cas, la théorie des anciens astronautes défend l'idée
que ces extraterrestres sont venus sur la planète Terre et ont aidé à la constitution de la race humaine et surtout à son développement. C'est-à-dire que c'est les extraterrestres, ou en tout cas une partie des extraterrestres, qui a expliqué aux êtres humains l'agriculture, l'architecture, les qualités de construction, etc., etc., etc. C'est vraiment eux qui ont contribué à créer nos civilisations. Et est-ce que on a retrouvé gravés dans les pierres des dessins qui prouveraient que ce sont les extraterrestres? Est-ce qu'il y aurait des vaisseaux ou des choses comme ça? Oui, il y a déjà un bon nombre d'anciennes gravures ou de représentations diverses et variées qu'on peut trouver, des peintures rupestres qui font état de sortes de disques volants qui sont représentés de la sorte, ou en tout cas des objets volants que les hommes ont représentés. On parle de la préhistoire, on parle de l'homme de Néandertal, on parle de type grotte de Lascaux, par exemple, des graveurs de ce type-là. On retrouve aussi sur des effigies religieuses, ou des peintures religieuses, des sortes d'ovnis qui sont représentés à l'arrière-plan. Dans les nuages et dans le ciel, si on fait un lien entre ovnis et extraterrestres, bien sûr, on s'entend. Alors les statuettes sumériennes, qui sont assez incroyables, puisque là on a affaire à des reptiles, on représente des dieux sous forme de reptiles, clairement, et de façon très très prononcée. Enfin, en tout cas, c'est pas des humains, c'est pas des humanoïdes. Si, c'est des humanoïdes, mais c'est pas des humains comme nous. Comme nous, oui. Voilà. Donc effectivement, on a ces éléments-là. Et alors plus récemment, il y a eu une bombe, clairement une bombe qui est apparue sur Internet sur des artefacts mexicains. Qui montre alors c'est vraiment incroyable, c'est plus d'une centaine facilement, une centaine d'artefacts qui montrent clairement des extraterrestres, alors comme on les connaît aujourd'hui vulgairement parlant, sous forme de petits gris, avec des grands yeux, des grosses têtes, etc., et qui utilisent des vaisseaux volants, des soucoupes volantes, mais c'est vraiment dessiné, et puis il n'y a pas d'ambiguïté du tout. On voit des soucoupes volantes qui se promènent dans l'espace et qui sont représentées allant d'une planète à une autre. On les voit en train d'utiliser un rayon sous la soucoupe pour pouvoir amener quelque chose. Ah oui, quand même. Non, mais alors, le souci que j'ai sur ces artefacts, c'est qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à montrer clairement l'authenticité. Mais je n'arrive pas non plus, j'ai pas réussi à trouver la non-authenticité. Donc on est un peu entre les deux. Voilà. Alors ces figurines, ces dessins sont vraiment nets. Ils portent pas à caution. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on peut interpréter. Ah non, pas du tout. Je vous les ferai passer et vous les mettrai à disposition des auditeurs. Qui peuvent regarder, vous allez voir, c'est complètement effarant. Ah non, mais c'est effarant. Enfin, moi, personnellement, depuis des années que j'étudie ça, c'est la première fois que je vois des artefacts aussi flagrants et aussi révélateurs. Aussi parlants, Ah oui, bien sûr. Ah oui, ça c'est vraiment c'est incroyable, quoi. Et il y en a beaucoup, il y en a plus d'une centaine. Alors ça a été retrouvé sur les sites de Kala Cumult et Azaltan, si ça peut aider. Donc c'est des artefacts qui dateraient de plus d'à peu près un siècle, je crois à peu près, mais qui avaient été gardés par l'organisme fédéral mexicain, le l'INA, qui est l'Institut national d'anthropologie et d'histoire, et qui a été officialisé depuis 2011. Il y a eu une autorisation de publication. On l'a, c'est une preuve. Il y a un document officiel qui dit autorisation de publication de ces artefacts et qui ont été montrés. Là-dessus, on pourrait rejoindre aussi, on rejoint bien sûr pleinement la théorie des anciens astronautes, puisque là on voit un lien direct entre les extraterrestres et des échanges sous diverses formes avec la race humaine. Mais à ça, on pourrait rajouter la collection du Père Crispy. Alors ça, la collection du Père Crispy, c'est aussi assez incroyable. Si on a un peu de temps, Oui, on y va. De quoi s'agit-il? Allez, si on y va sur la collection du Père Crispy, c'est un prêtre italien, 1891-1982, qui a sillonné un petit peu l'Équateur pour essayer de prêcher un peu la bonne parole, puis essayer de convertir, je suppose, certaines peuplades. Et puis il est resté très très longtemps, pendant des années et des années. Il a été très apprécié des autochtones, puisque ces derniers lui ont fait des offrandes et des cadeaux. Et à chaque fois qu'il amenait quelque chose, il essayait d'amener de l'éducation, des choses comme ça, je suppose, il lui faisait des offrandes. Il lui amenait des quantités phénoménales d'objets en tout genre. Ça pouvait aller de la simple bague à des grandes plaques de métal, etc., etc. Et lui, il a collecté ces informations, il les a gardées et il les a mis un petit peu sous forme de musée ouvert dans une église locale, pour montrer un petit peu tout ce qu'il avait obtenu. Alors on sait qu'il y en a une grosse partie qui sont des montages, des contrefaçons grossières, mais il y en a d'autres qui posent de sérieuses questions, puisque par la suite il y a des experts qui sont venus, qui ont discuté avec lui et qui ont dit mais ça, non, c'est pas des faux, mais vous avez trouvé ça où? Parce que c'est assez incroyable, puisque là on est en Équateur et vous nous montrez des figurines qui ressemblent trait pour trait à des figurines égyptiennes
égyptienne, assyrienne ou babylonienne, par exemple. Donc c'est quand même très très étonnant de voir cette similitude, puisqu'on est en Équateur. Ouais, bien sûr. On fait qu'on a des figurines qui ressemblent à 2 gouttes d'eau à des figurines sumériennes, par exemple. Alors ces artefacts, ils sont où? Dans les musées? Ces artefacts, ils ont disparu pour la plupart. Ah bon? Et oui, justement. Et oui, c'est mis à disposition du père Crispin. Cette espèce de musée à ciel ouvert a subi un incendie. Le 20 juillet 1962, il y a eu un incendie mystérieux qui a ravagé quasiment 60-70% de sa collection, quoi. Et le reste a été décimé et récupéré par soit des groupes paramilitaires qui sont venus se servir purement et simplement, ou c'est parti dans des collections privées. Mais il a fait des reportages à l'époque, ça a été filmé, il les a mis à disposition. Encore une fois, très facilement, on peut retrouver ces éléments. Et donc, on retrouve les points communs, c'est ça qui est très étonnant, c'est qu'on retrouve les points communs entre les différentes peuplades et les différentes civilisations de la planète, alors qu'on ne serait pas censé les avoir, puisqu'on est en Équateur et on devrait avoir affaire à une histoire propre à l'Équateur, et non pas des liens entre l'Égypte, entre Sumer, entre Babylone, etc. quoi. C'est ça qui est complètement assez incroyable. Alors aujourd'hui, on a par exemple sur les artefacts qu'il a montrés des écritures inconnues qui n'ont pas été déchiffrées. Ah oui. Ah oui, voilà. Ça fait partie d'un ensemble de données qui est très étonnant, ou des matériaux qui ont été travaillés qui à l'époque n'étaient pas censés être travaillés, des alliages de matériaux ils existent qui n'étaient pas encore. réalisés. Ils sont toujours là, ils n'ont pas disparu ceux-là. Alors une partie si, mais une autre partie non. Il en reste quand même encore une partie. Alors où est-elle aujourd'hui, je pourrais pas vous dire, mais elle reste encore d'actualité. Mais à part cet incendie, parce que ces artefacts, ils étaient tous ensemble ou? Oui, lui il les avait centralisés sur cette petite église du coin. Il avait mis il avait une zone de stockage, mais il l'avait mis à l'extérieur pour pouvoir se faire une sorte de collection à ciel ouvert. Donc il y en a une partie qui a dû être récupérée pour les gens de sa communauté, et puis une autre qui a complètement disparu, quoi. Ce qui est très étonnant, c'est que la communauté scientifique ne s'y intéresse pas plus que ça. Ça, c'est incroyable. Parce que, encore une fois, ça pose aussi peut-être des problèmes, ça pose aussi des questions qui dérangent, et puis ça fait aussi affaire à une remise en question sévère de notre histoire, et ça c'est compliqué. Mais aujourd'hui c'est en train de changer. Regardez, récemment, il y a que quelques temps, l'âge de l'homme a été reculé, parce qu'on a découvert, alors officieusement, il y en a eu des découvertes beaucoup qui ont été cachées, mais officiellement il y a eu découvert d'une mâchoire, qui fait que on a reculé de plusieurs centaines de milliers d'années l'âge de l'homme. Oui, quand même. Donc vous voyez comme quoi. Et aujourd'hui, on a des gens, mais vraiment, et de plus en plus, on va dire, d'influence, qui se battent en disant les anciennes cités ou le sphinx du plateau de Gizeh, par exemple, il n'a pas l'âge que vous lui donnez. Il est beaucoup plus vieux que ça, beaucoup plus vieux. Sauf que le problème, c'est que plus on retourne dans le passé, plus ça ne correspond pas à l'histoire officielle. Puisqu'on a affaire à des conséquences qui nous dépassent, qu'on n'était pas censé obtenir, qu'on n'était pas censé avoir, et puis des capacités de fabrication que les civilisations de l'époque ne pouvaient pas faire. Mais peu importe l'histoire officielle, finalement on peut se tromper, tout le monde peut se tromper, et puis c'est ça la science. La science, c'est on se trompe, on recule, on avance, et puis voilà. Le tout est de découvrir les choses. C'est ça le problème. Mais surtout qu'il y a une forme aussi une forme de crime contre l'humanité, puisqu'on cache l'histoire officielle et on ne montre pas aux gens ce qu'on est censé montrer, quoi, tout simplement. Alors après, on n'est pas non plus obligé d'avoir des réponses, mais en tout cas que l'on ne mette pas de côté si facilement ces choses-là en disant non, ça c'est de la fabulation, on n'en parle pas, parce que ce sont des éléments factuels, encore une fois. C'est que du factuel. Enfin, moi je m'attache à ça, je reste là-dessus, ça sert à rien, sinon on fait de la spéculation et on part dans tous azimuts. Bien sûr. Alors là, dans le cas présent, on parle de la théorie des anciens astronautes. Moi personnellement, avec les diverses études que j'ai pu faire et les différents textes que j'ai pu regrouper, les recherches, etc., plus ça va et plus j'abonde dans ce sens-là. J'abonde dans le sens qu'il y avait effectivement des dieux par le passé, mais qui avaient un lien avec le cosmos de façon très avancée, très avérée. Et d'ailleurs, si on va voir toutes les anciennes peuplades, que ce soit les Indiens d'Amérique, que ce soit, je sais pas, en Afrique, les Dongos du Mali ou les choses comme ça, et que vous allez voir aujourd'hui ces peuplades, mais véritablement les personnes, non pas ceux qui sont censés les représenter, etc., les gens. Ils vous disent tous la même chose. Ils vous disent nos ancêtres sont issus de dieux qui proviennent des étoiles et qui nous ont donné ça, nous ont montré ça, nous ont amené ça, etc., etc., etc. Et ces représentations ont été faites, ont été mises à disposition de génération en génération. Et on retrouve tout le temps les mêmes histoires. Non, mais il n'y a que les Occidentaux qui disent le contraire. Oui, et puis la science officielle
officielle qui ne souhaite pas reconnaître ça. Encore une fois, on est quand même censé, aujourd'hui, les extraterrestres sont censés pas exister. Hein. Oui, c'est vrai. On est en train de s'effilocher, mais aujourd'hui, c'est encore la position officielle. Hein. Non, mais c'est très drôle parce qu'avec tout ce qui circule sur le net, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on a l'impression de vivre dans deux mondes parallèles. Oui, c'est vrai, effectivement. Oui. C'est quand même assez ahurissant. Oui. Les gens qui savent, les gens qui disent j'ai vu telle ou telle chose, et puis à côté, les gens qui continuent à nier ou à faire semblant de ne pas entendre. Oui, parce qu'il faut aussi avoir la capacité de se remettre en question et surtout de remettre en question l'environnement qui nous a créés. Oui, mais... C'est peut-être aussi ça qui est compliqué. Oui, mais la vie est une perpétuelle remise en question. Bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, c'est très difficile quand on s'est constitué un environnement, qu'on a grandi dedans et qui nous a appris des choses, qui nous a expliqué que la vie c'était comme ça, etc., qui nous a vraiment constitué, qui a constitué notre psyché, notre entourage. Et c'est très difficile de le remettre en question et de se dire, en fait, c'est peut-être pas tout à fait ça. Et il y a d'autres choses, mais effectivement, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'on nous a menti. À un moment donné, c'est ça qui est pas facile aussi. C'est se dire, on nous a menti, on continue à nous mentir. Oui, peu importe, de toute façon, c'est la vérité qui compte. Il faut se remettre en question. C'est bien peut-être pour ça qu'on fait ces émissions-là. Oui, il faut se remettre. Si on a envisager d'autres vérités. Voilà, si on a l'esprit ouvert, on se remet facilement en question. Oui, et puis c'est important, il faut le faire, il faut ne rien tenir pour acquis et ne pas non plus tomber dans un extrême comme dans un autre. Non. Il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême de la théorie par exemple des anciens astronautes, avoir des extraterrestres de partout qui ont tout construit, qui ont tout fait et il dit qu'il y a d'absence de réponse, on dit c'est des extraterrestres. C'est pas ça. C'est de se poser les bonnes questions en analysant les textes, en analysant les données, en prenant du recul. Enfin, je veux dire aujourd'hui, moi je veux bien qu'on me dise c'est les anciennes peuplades qui ont construit les cités des cimes. Expliquez-moi. Expliquez-moi que des pierres de 200 tonnes ont été assemblées avec une perfection telle que on ne peut pas passer une lame de rasoir entre les planches joints. Mais comment ils ont fait ces gens-là? À 3800 mètres d'altitude, où la carrière la plus proche d'extraction de pierre, elle est à je sais pas combien de centaines, voire milliers de kilomètres. Là, on n'a plus de réponse. Qu'on m'explique, ils n'étaient pas censés connaître la poulie, ils n'étaient pas à peine censés connaître le mode de fonctionnement de la roue, ou en tout cas issu de quelques peut-être dizaines ou siècles avant. Enfin ça ne tient pas la route aujourd'hui. C'est ça qui est très grave, c'est que les explications qu'on défend dures comme fer ne tiennent pas la route par rapport aux faits et par rapport à ces éléments-là. Je suis désolé, on peut pas me dire avec un simple bout de cuivre et des outils rudimentaires, ils ont fait un état de surface qui est 50 fois ou 500 fois supérieur à un marbre de contrôle utilisé en industrie. Non, je suis désolé. Enfin, quand on voit, je mettrai aussi, je vous transférerai à l'un des photos des tombeaux en Égypte où on voit que c'est mesuré avec des équerres de précision ou avec justement, j'ai perdu le nom, des outils qui permettent de mesurer la plénalité des objets. Mais c'est complètement, c'est ahurissant. C'est ahurissant comment ils ont réussi à faire des choses comme ça. Vraiment, ça nous dépasse. Et je pense que le problème, il est aussi là. Ça veut dire que déjà, on comprend pas, et deux, ça nous dépasse. C'est-à-dire aujourd'hui, avec la technologie qu'on possède, on n'est pas capable de faire ça. Et ça pose problème. Pour conclure l'émission, il y aurait quelque chose à dire? Oui, je voulais revenir rapidement parce que j'en ai pas parlé en détail sur les artefacts. Alors on a parlé un petit peu rapidement, mais il y a vraiment une série. Il y a beaucoup aussi d'artefacts qui ont dynamisé la théorie des anciens astronautes, puisque on retrouve des représentations de personnages avec des formes de scaphandres, par exemple. Donc ça c'est très interrogeant. Les personnages qui sont représentés, donc c'est des artefacts qui datent de je sais pas, moins 2000, moins 3000, 4000, voire plus vieux que ça, qui représentent et dans la collection du Père Crispy, il en avait aussi. On retrouve des personnages avec des scaphandres. Alors soit des scaphandres pour aller dans l'eau, je sais pas, soit des scaphandres pour venir de l'espace. Bonne question. Mais en tout cas, on a ces figurines-là qui sont dessinées. On retrouve aussi des figurines d'avions. Ah oui. Aujourd'hui, qui sont exposés dans les musées. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas n'importe quoi. Vous allez dans un musée, je sais pas dans quel pays, mais vous allez retrouver des petites figurines en or qui ont été par exemple trouvées en Colombie, sur le site de Tolima, avec des engins volants. Ce sont des engins volants qu'ils ont représentés ces gens-là, alors que à cette époque-là, il n'y avait pas d'engins volants. Ou en tout cas, les seules choses qu'ils voyaient voler dans le ciel, c'était des oiseaux. Alors, on se dit, ils ont représenté des oiseaux. Sauf que, quand on étudie un petit peu plus ces artefacts, on se rend compte que c'est pas des oiseaux qu'ils ont représentés. C'est plus proche d'une technologie type planeur, type avion, type, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est quand même très, très interrogatif. Je veux dire, ils auraient fait des oiseaux, ils leur auraient fait
des plumes, ou il aurait fait des becs, ou etc. Là, non, on a affaire à un avion. Enfin, ça ressemble à un avion ou un planeur, quoi. Donc ça, c'est aussi, ça pose beaucoup de questions, quoi. Vous aviez quelque chose à ajouter ? Oui, de manière un petit peu générale, je voulais expliquer un petit peu aux auditeurs que la théorie, ou plutôt les théories des anciens astronautes, sont pas, vulgairement parlant, une simple réponse facile à des absences justement de réponse. On a pu citer dans l'ensemble de l'émission qu'on vient de faire à l'instant. Pour moi, il est important d'étudier différents éléments sous cette théorie des anciens astronautes et non pas la rejeter très facilement comme ça, ne serait-ce parce qu'elle semble farfelue au premier abord, mais véritablement, elle met en avant des éléments qui sont probants et qui, je dirais, regroupent un ensemble de données. Voilà, c'est vraiment très important. Il faut vraiment que les auditeurs comprennent ça. C'est pas voilà, une ou des théories à la légère. Alors pour certaines, effectivement, il manque des informations. Pour d'autres, on arrive à une interprétation. On est bien d'accord là-dessus. En revanche, pour d'autres éléments, c'est à recouper avec voilà, les textes anciens, les gravures, les artefacts, l'archéologie interdite, etc., etc. C'est pas de simples réponses très faciles et issues d'un délirium, on va dire, de certaines personnes qui ont considéré ça comme intéressant à mettre en place ou en tout cas à défendre, quoi. Voilà, c'était le point important que je voulais soulever. Et encore une fois, comme d'habitude, j'encourage les gens à se faire leur propre opinion de la chose. D'accord. Oui, je voulais parler également d'un point qui me semble important, parce que c'est pas évident de synthétiser en l'espace d'une émission en 1 heure l'ensemble de ces informations, mais pour revenir sur l'histoire de nos civilisations et l'histoire de la race humaine, on va dire au sens large sur la planète, il y a des points qui sont quand même aujourd'hui très difficilement explicables, qui sont notamment l'apparition soudaine, inexpliquée et très fulgurante du développement du mode sociétal organisé autour de l'agriculture, autour de l'architecture, autour de l'ensemble de ces domaines et de ces thèmes. Aujourd'hui, au niveau de l'archéologie au sens large et de l'histoire, on a du mal à expliquer comment on est sorti, alors je fais aussi encore une fois un résumé un peu rapide, mais de la préhistoire à l'histoire, en si peu de temps à une échelle de temps beaucoup plus grande, on a du mal à expliquer ça. C'est-à-dire que on aurait dû avoir normalement des prémices qui mettent en place des débuts d'architecture, des débuts d'organisation de société, avec ses erreurs aussi, parce que c'est en faisant des erreurs qu'on avance. Et là, on se retrouve avec un tableau qui est très étrange, puisque on sort du néant, on sort d'une organisation complètement très animale, je dirais, au niveau de l'homme, à des civilisations très structurées, très avancées. C'est vraiment très interrogatif, ces éléments-là. Ça et le reste, bien sûr, qu'on a abordé au long de l'émission. Eh bien, merci Frédéric pour ce dossier passionnant. C'est moi qui vous remercie, Alain. On aura l'occasion de refaire d'autres émissions et puis de revenir un petit peu, parce que c'est vrai qu'effectivement la théorie des anciens astronautes, c'est vraiment très très large. Mais c'est un peu comme tout, c'est intéressant aussi de la regarder et puis d'aller un petit peu creuser tout ça. Et encore une fois, moi vraiment j'encourage les gens, faites-vous votre propre opinion, faites-vous votre propre analyse, prenez le temps de croiser, d'entrecouper les données, de prendre du détachement. C'est pas simple, c'est sûr, ça fait beaucoup de temps, ça fait beaucoup de lecture, mais il y a des livres passionnants, écrits par des gens de qualité, des chercheurs, des vrais scientifiques, des vrais archéologues, des vrais érudits, des gens qui étudient sérieusement les textes antiques, parce qu'on n'a pas parlé aussi des textes antiques en détail, mais on pourra y revenir dessus. C'est complètement incroyable. Enfin, il y a vraiment des éléments très troublants à l'intérieur qui sont liés avec ces dieux et la capacité qu'ils avaient de voler dans les nuages, de voler dans les étoiles. Enfin voilà, c'est complètement incroyable, quoi. Véritablement incroyable. Merci Frédéric, à très bientôt. C'est moi qui vous remercie beaucoup, Alain. J'embrasse encore une fois bien fort tous les auditeurs de Fréquence Évasion et puis je vous dis à très vite. Merci. Fréquence Évasion.